plus loin, toujours plus profond, toujours plus dépendant du pétrole. Bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Cette semaine, nous sommes en banlieue parisienne et même ici, il y a de l'or noir sous nos pieds. À quelques jours du sommet de Copenhague, l'Agence internationale de l'énergie a rendu ses chiffres. D'après elle, nous serons toujours dépendants à 80% du pétrole, du charbon et du gaz en 2030. À quel prix ? Dans ce magazine, nous allons nous rendre au Canada où est extrait le pétrole le plus sale de notre planète. Nous verrons aussi comment les biocarburants de seconde génération pourraient être une alternative à l'or noir. Enfin, le pétrole est partout, chez moi et chez vous. Le saviez-vous, vos médicaments, vos bouteilles d'eau, vos crèmes contiennent tous du pétrole. Nous allons voir cela tout de suite, mais avant, d'autres actualités en bref. De bons auspices pour le sommet de Copenhague. Barack Obama compte venir et les États-Unis ont finalement annoncé qu'ils réduiraient de 17% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport au niveau de 2005. Un effort modeste mais encourageant. Et d'ailleurs, la Chine lui a immédiatement emboîté le pas. Pékin s'est lui aussi engagé à respecter des objectifs chiffrés, réduire ses émissions de 40% par unité de produit intérieur brut d'ici 2020. Enfin, le duo franco-brésilien marche fort. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Manaus pour convaincre les pays amazoniens d'agir contre le réchauffement climatique. Mais les principaux dirigeants de la région, eux, ne se sont pas déplacés. Ici, il faut creuser à 2000 mètres sous terre pour extraire du pétrole. Il y a aussi de l'or noir sous nos pieds dans Paris, mais il coûterait trop cher à exploiter. Le Canada, lui, ne recule devant rien. L'Alberta, avec ses sables bitumineux, est un très grand fournisseur de pétrole, mais à quel prix ? Il faut dépenser 1 baril de pétrole pour en extraire 3. La forêt boréale, la terre des Indiens, éventrée. Les compagnies pétrolières épuisent les sables bitumineux qu'elles transforment en pétrole à grand renfort d'eau. La rivière Athabasca, polluée, devient source d'inquiétude pour ses riverains, les Premières Nations qui n'osent plus pêcher. Dans ce village du nord de l'Alberta, les cancers rares sont 30% supérieurs à la moyenne provinciale. Nous ne savons pas ce que contient l'eau ici. D'après ce que je comprends, il y a 2 types de produits chimiques mortels dans cette eau qui causent des cancers. Et nous avons perdu tellement de gens ces dernières années dans cette ville. Nous nous demandions pourquoi les gens mouraient de cancer. Mais impossible de freiner le succès des sables bitumineux. Le Canada est la 2e réserve de pétrole au monde après l'Arabie Saoudite. Pour aller chercher le sable bitumineux, on doit arracher la forêt. Donc on parle d'à peu près d'enlever jusqu'à 50 mètres de terre et de forêt, parce que ce n'est pas les prairies là-bas, ce sont des forêts. Et puis ensuite, on va chercher encore un autre 25 mètres de sable bitumineux qu'on doit transporter et faire chauffer à la vapeur. L'industrie pétrolière organise sa défense. Selon elle, le pétrole est nécessaire à l'économie et les dégâts sont mesurés. Les sables bitumineux, c'est 4% de la forêt boréale qui est très vaste au Canada. Et la portion exploitée des sables bitumineux, c'est 0,1% de la forêt boréale au Canada. En dépit des alertes des organisations environnementales, les compagnies pétrolières augmentent la cadence, sous la pression notamment des États-Unis, de l'Inde ou de la Chine. L'exploitation des sables bitumineux a déjà détruit 3000 km² de forêt au Canada. Ces grandes cuves de pétrole brut ne sont donc pas prêtes à disparaître de notre paysage, car nos transports, avions, bateaux, voitures, sont toujours dépendants à 97% de l'or noir et cette situation devrait durer au moins 20 ans dans les pays industrialisés. De quoi assurer les beaux jours des pays pétroliers comme le Venezuela. Au Venezuela, dépenser de l'énergie ne coûte rien ou presque. Pour à peine plus d'€1, on fait le plein. Ici, l'essence coûte moins cher que l'eau. Résultat, premier pays producteur de pétrole de toute l'Amérique latine, le Venezuela, qui a pourtant signé les accords du protocole de Kyoto, est aussi l'un des plus polluants. Il est le 3e pays d'Amérique du Sud en termes d'émissions de dioxyde de carbone, soit juste derrière le géant brésilien ou l'Argentine, beaucoup plus peuplée et industrialisée. Le vice-ministre de l'écologie connaît ces chiffres mais s'en défend, car au Venezuela, la priorité est d'abord sociale. Notre premier souci, c'est de répondre aux besoins basiques de la population.
En termes d'environnement, si nous ne garantissons pas à cette population l'accès aux services de base, on ne peut pas demander à ces gens abandonnés de protéger l'environnement. Pourtant, le gouvernement vénézuélien se veut écologique. Il a mis en place un important programme de protection des forêts, de développement de l'énergie solaire et de limitation du gaspillage d'électricité dans les quartiers populaires, mais il reste fermement opposé aux biocarburants, dont l'éthanol, défendu et produit par son voisin brésilien. Pour le Venezuela, l'agriculture doit rester à des fins alimentaires. Le gouvernement préfère miser sur le développement des transports collectifs, selon lui, proportionnellement moins polluants que la voiture. Difficile de trouver des alternatives au pétrole. Les biocarburants ont été largement critiqués. Pas étonnant lorsque l'on regarde ce chiffre. Il faut 200 kg de maïs pour faire le plein, de quoi nourrir une personne durant un an. Voilà pourquoi les scientifiques travaillent sur les biocarburants de seconde génération. Ils utilisent des ressources qui ne sont pas destinées à l'alimentation. À la pompe, ils sont discrets. Parfois même, vous en utilisez sans le savoir. Pourtant, en France, les biocarburants représentent 5,7% de tous les carburants utilisés dans le transport. C'est ce qu'on appelle la première génération. Elle est produite à partir de céréales, de betteraves et de canne à sucre qui donnent du bioéthanol. Le tournesol et le colza sont utilisés pour le biodiesel. Selon une étude de l'ADEME, si cette première génération permet bien d'éviter des rejets de gaz à effet de serre, son bilan est très contrasté, voire même catastrophique dans certains cas précis, comme l'huile de palme en Indonésie. Si on détruit une forêt primaire, une forêt vierge, pour faire des cultures de bio ou d'agrocarburants, là, effectivement, le bilan est très très mauvais, y compris pour l'effet de serre. L'autre reproche fait aux biocarburants de première génération, c'est la concurrence avec les cultures alimentaires. Pour y remédier, les industriels se lancent dans la deuxième génération, produite à partir de bois, de déchets organiques ou de plantes non alimentaires. Pour tester cette filière, les pouvoirs publics vont financer avec les industriels une usine pilote de 112 millions d'euros aux grandes dames des écologistes. On est en train de se lancer dans cette deuxième génération sans études notamment sur les sols, les problèmes de déforestation et aussi sans études sur la fonction de l'agriculture. Quelle agriculture voulons-nous? Est-ce qu'on veut une agriculture qui entretienne les espaces, qui nourrisse les hommes, ou est-ce qu'au contraire on veut une agriculture qui fasse rouler des voitures? D'autres pistes sont explorées comme celle des biocarburants à base d'algues. Plusieurs compagnies pétrolières y investissent des centaines de millions de dollars. Dans nos villes, dans nos maisons, le pétrole a révolutionné notre manière de vivre depuis un siècle. Chacun d'entre nous sur Terre consomme 1,7 tonnes d'équivalent pétrole par an. L'or noir est partout, même dans des endroits où vous ne le soupçonnez pas. Quel est le lien entre ce jean, ce CD et cette poupée? Le pétrole. Tous ces produits sont issus totalement ou partiellement de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est ce qui permet de transformer cette matière première poisseuse et nauséabonde en cosmétiques, en engrais ou encore en médicaments. Aujourd'hui, l'or noir transformé est présent partout dans notre quotidien. Dans ce geste, dans celui-là ou encore dans celui-ci. Le carburant au sens large est la forme la plus connue du pétrole, mais il y a aussi le plastique. 4% de la production pétrolière mondiale est utilisée pour fabriquer cette matière qui a révolutionné les habitudes de consommation. Par exemple, pour produire ce gobelet, il aura fallu transformer 3,2 grammes de pétrole. Partout, le pétrole, le plus bienveillant des touristes, n'y coupera pas. Ses lunettes, son appareil photo sont autant de produits dérivés. La boucle est bouclée, même sa carte de crédit est un dérivé d'or noir. C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons de crédit carbone et bien sûr de Copenhague.